Émigré de la deuxième génération, Woody Allen a passé toute sa vie à New York. Né le 1er décembre 1935, il est élevé à Brooklyn. Son père, Martin Königsberg, exerce tous les métiers que lui laisse l'après-crise économique. Barman, chanteur, chauffeur de taxi, courtier en joaillerie. Sa mère, Nettie, est fleuriste. À l'école, Woody passe pour un élève rebelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui en voyant ses films, seul le sport l'intéresse. Il aime la boxe, qu'il pratique régulièrement dans la catégorie des légers. J'étais un bon puncher avec un bon uppercut un peu vicieux, dit-il, en rappelant qu'il a été sélectionné pour le championnat des points d'or. Dans son quartier, tout le monde connaît le jeune Allen Königsberg. C'est le petit rouquin qui a toujours une batte de baseball à la main. C'est pour cela qu'on a fini par le surnommer Woody. Woody Allen, avec ce nom, il va devenir un personnage. Quand on est allé en Yougoslavie, il y avait le directeur des artistes associés qui était là. Il y avait tout un tribut de gens extrêmement distingués, dont moi. Willie Hall, qui a conçu les décors de Guerre et Paix pour Woody Allen. Et alors lui, toujours avec son chapeau enfoncé sur le crâne, son petit imperméable râpé. Et on était donc en groupe, en deux voitures, et on allait au meilleur hôtel de Zagreb. Et le directeur de l'hôtel, qui avait été prévenu de notre arrivée, nous a tout de suite proposé une suite. Et tout le monde... oh non, pas de suite, non. Mais la première personne qui l'a interviewé, le directeur de l'hôtel, c'était le chauffeur qui était le mieux sapé, qu'il a pris pour le producteur. Puis après, il s'est retourné vers le producteur, puis vers les autres. Et donc, apparemment, il n'y avait pas de suite. Et tout à coup, on a entendu une petite voix derrière qui disait « Moi, je parlerais bien une suite. » C'était Woody Allen qui a fendu la foule pour s'approcher du comptoir. Quand Woody parle de son père, il le décrit comme un nabot qui ressemblerait à Fernandel. Quant à sa mère, il la compare à Groucho Marx. Elle parle comme lui derrière la caisse du grand fleuriste qu'il emploie à Manhattan. Cette façon de décrire sa vie, en gardant toujours un regard humoristique, Woody l'a appris au contact de la communauté juive dont il est issu et qu'il fréquente encore à New York. Le cinéaste belge André Delvaux, qui a fait un film sur Woody Allen, décrit cette atmosphère particulière que Woody a connue pendant son enfance. Toute l'atmosphère était juive, était une atmosphère juive new-yorkaise, beaucoup plus spécifique que les atmosphères que nous pouvons connaître chez nous. D'abord, c'est une question de milieu social en soi. C'est un milieu très très populaire, milieu fort simple, qui n'est pas du tout dénué d'argent. Ce sont des gens qui réussissent par le travail et qui sont d'une débordante activité. Vous voyez, donc ce côté extrêmement animé, où les gens crient, où les gens s'interrompent sans arrêt, parlent sans arrêt, disent entre eux des choses très très drôles, très amusantes, mais ne s'arrêtent pas du tout à ce qui est drôle parce qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter dessus. Vous voyez, ont des manières apparentes de se disputer alors qu'ils s'entendent à merveille, ont d'entre eux des relations qui semblent d'une extrême agressivité. Mais c'est aussi comme si tout ça n'avait aucune espèce d'importance. D'autre part, ils parlent sans arrêt de la vie et de la mort, de la maladie, de la santé, comme si c'était des choses quotidiennes. Et en effet, elles sont absolument quotidiennes. La mort, éternel thème de l'univers de Woody Allen, il en parle souvent en disant par exemple « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, disons juste que je n'aimerais pas être là le jour où ça arrivera. » Ceci dit, quand je lui ai posé des questions là-dessus, je pensais pouvoir le faire parler de sa famille en rapport, par exemple, avec le sens de la mort qu'on a. André Delvaux. Et là-dessus, il m'a fait une réponse qui m'a stupéfait. Et après quoi, je n'ai plus eu d'autres questions. Il m'a dit « Ah, mais vous savez, chez moi, ils ne meurent pas dans ma famille. C'est très embêtant, mais les cimetières de Flatbush, par exemple, dans ces endroits où j'ai vécu, j'ai personne de ma famille. Simplement parce qu'ils vivent tous tellement vieux que je les ai toujours pas vus mourir. » Alors, que voulez-vous dire à ce moment-là ? Si on se trouvait dans un western parodique, on dirait « Bon, il va falloir qu'on tue quelqu'un pour pouvoir inaugurer le cimetière. »
Dans la jeunesse de Woody Allen, il y a une petite fille qu'il admire. Une petite fille qui rit quand il raconte ses histoires juives, quand il fait ses tours de jongleur, quand il anime pour elle des spectacles de marionnettes. Cette petite fille lui donne de l'inspiration. Elle s'appelle Letty, c'est sa sœur. Je me disais que cet homme, au fond, ne se déridait vraiment que lorsqu'apparaissaient les femmes. André Delvaux, qui a observé Woody Allen au cours du tournage de Stardust Memories. Non pas les femmes mêlées dans les équipes, non pas les femmes qui perdent leur sexe à l'intérieur d'une organisation technique, n'est-ce pas? Mais les comédiennes, les femmes qu'il connaissait, celles avec qui il avait un rapport direct et personnel. Et tout à coup, il fonctionnait en séducteur. Le sourire revenait. Le Woody Allen que nous connaissons, à travers les séducteurs successifs qu'il a décrits dans ses films, si maladroits, mais finalement si impeccablement adroits, puisqu'ils finissent quand même par réussir en quelque chose, ce séducteur se manifestait. Les sourires étaient là, le côté enveloppant, le fait de jouer avec elle, d'être en représentation devant elle, de prendre des pauses, de raconter des histoires qui les faisaient rire, parfois aux éclats. Et à travers cette manière d'aborder les femmes, j'avais aussi l'impression d'un homme pour qui l'abord des femmes est toujours quelque part, sinon un problème, du moins un mystère. Là, il y avait à la fois ce rapport de séduction et de donjuanisme de quelqu'un qui manifeste la volonté de séduire, la volonté de convaincre, la volonté de prendre, et qui a les moyens de le faire. Parce que ces moyens, c'est évidemment une brillante intelligence, une manière de pouvoir manipuler les mots, les expressions, de raconter des histoires, de sembler être sérieux, de déboucher dans le rire, de sembler être très très drôle et subitement de tenir le côté sérieux des choses, puis de se laisser aller, de partir dans ses propres idées, de se laisser rêver, puis sans avoir l'air d'y penser, de s'appuyer sur l'épaule de la femme et de rester comme ça, un pied en l'air, longuement, longuement. Oui, je crois qu'il adore les femmes, c'est évident. En même temps, il est un peu un adolescent. Enfin, l'idée que j'ai, c'est que c'est un peu un adolescent avec les femmes. Marie-Christine Barrault. Même, je parle pas même de la connaissance que j'ai à travers les films, de ses rapports amoureux, mais dans la vie, je trouve qu'il est un peu... c'est un peu un adolescent, quoi. Woody est un grand amateur de femmes. Willie Holt. Ça, c'était évident. Ça saute aux yeux quand on sortait ensemble et qu'on... il avait le regard qui traînait beaucoup sur les femmes qui passaient, et pas les plus laides. Il a un certain goût. D'ailleurs, il l'a prouvé. Quand arrive le grand moment pour Woody de se choisir une carrière professionnelle, il hésite entre agent secret ou super criminel. Mais avec son mètre 63 et ses lunettes, se trouvant trop petit et trop myope pour l'une et l'autre profession, il choisit d'être gagman. Après avoir tâté des tas de tout petits métiers auxquels il ne s'attachait pas, il a essayé d'écrire des plaisanteries, d'écrire des tout petits acts, comme ils disent alors, des comic acts, pour des gens qui étaient des comiques de cabaret. Woody Allen a raconté ses débuts à André Delvaux. Et d'abord, il s'est mis à écrire ainsi pour deux bons hommes qui ont trouvé qu'en effet, ça valait la peine de l'engager. Ils lui ont pas parlé au début, pendant des heures. Il s'est contenté de les écouter, pas intervenu. De temps en temps, quand il disait quelque chose, les autres ne répondaient pas, mais en attendant, ils l'ont engagé. Et il a donc écrit pour eux. Alors, ça lui rapporte un tout petit peu d'argent. Et là-dessus, il a fini par les dire un peu lui-même, ces plaisanteries-là. Puis dès l'instant que ça s'est mis à marcher, c'est très typiquement américain, eh bien il a plongé dans cette voie-là, il a développé, il s'est battu sans arrêt. Il a vraiment bouffé de la vache enragée, passant de jour en jour dans des lieux différents, voyageant dans des voitures minables, allant faire 3 séances de rigolade par soir dans des lieux différents, rencontrant les publics les plus divers, et peu à peu se mettant à tester ce qui fonctionnait moins, finissant donc par se trouver à la tête d'une heure entière dans laquelle il savait mot après mot ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire et comment il allait manipuler le public.
Bon, lorsqu'alors on l'a engagé à écrire un premier film, qui était un film fait par quelqu'un d'autre, et qui, je m'en souviens très bien d'ailleurs, est un film assez raté, c'est Pussycat. What's New Pussycat? Quoi de neuf Pussycat? À ce moment-là, eh bien, il y est apparu aussi, mais pas très bien. À l'issue de ce film, il s'est dit plus jamais. C'est dégueulasse, c'est mauvais, je trouve ça mauvais comme cochon. Et il a obtenu, dans une expérience suivante, de pouvoir mettre lui-même en scène ce qu'il écrirait. Et à partir de là, il est devenu, disons, l'auteur de films qu'on connaît. Woody a suivi des cours de cinéma à l'université de New York. Pas longtemps parce que l'école le rebute toujours. Mais il adore le cinéma, et en particulier les comédies des Marx Brothers, dont il tire un certain comportement dans la vie. Je suis arrivé au Georges V, dans la chambre d'hôtel. Willie Holt. Et j'ai vu là un amalgame de gens, les deux sœurs Wiesenfeld, un monsieur barbu qui devait être un assistant, et 4 ou 5 personnes, et dans le fond, un journal déployé. Et j'ai cherché en vain Woody Allen, il était derrière le journal. Et de temps en temps, je voyais son œil qui dépassait à droite. Et puis, à la fin de l'entretien, le journal s'est replié. Woody Allen a fait un petit signe comme ça. Et on m'a laissé entendre qu'on partait le lendemain en repérage. Il y a quelques années, André Delvaux a suivi Woody Allen à New York. Il l'a vu vivre et travailler et en a tiré un film pour la télévision belge. J'ai donc été à New York. Il travaillait dans un tout petit studio, ignoré de tout le monde d'ailleurs, dans un New York que je ne connaissais pas moi-même, dans un immeuble qui n'avait d'ailleurs pas l'air du tout d'être un studio. Et il faisait une sorte de séquence de rêve, celle dans laquelle un ensemble de personnages émigrés d'on ne sait quelle planète, perdus dans on ne sait quel voyage, se retrouvent au ciel, et dans le ciel des nuages, ils découvrent un orchestre qui semble bien être celui de Count Basie et qui est occupé à jouer. Vous savez qu'il ne donne jamais le titre de ses films. Donc Stardust Memories, personne ne savait que ça s'appellerait comme ça. Marie-Christine Barrault. Ça s'appelait Woody Allen's Number 4, numéro 4. Alors en rigolant, un jour, on lui a dit pourquoi numéro 4 ? Il a dit parce que je ne me considère même pas comme la moitié de Fellini. Donc il pensait à 8,5. Et c'est vrai que dans le film, on pense à 8,5, cette espèce d'armée de figurants étranges. Aussi bien il voulait que les acteurs, vous savez qu'il n'y avait pas de maquillage, on n'était pas ni maquillés, ni... Bon, la coiffure, c'était vraiment le coup de brosse le matin, pas de maquillage, les personnages étaient habillés très simplement. Mais toute la figuration, c'était des maquillages insensés, très felliniens, des costumes bizarroïdes, enfin personne n'était normal. Il avait écumé les rues de New York pendant des mois avec son assistant. Chaque fois qu'il voyait une personne étrange, avec un physique bizarre, il s'arrêtait et l'assistant allait demander si ces gens voulaient faire de la figuration. On a été déjeuner dans un petit restaurant tout près de Carnegie Hall. André Delvaux. Qui était un restaurant juif extrêmement bruyant, avec une agitation invraisemblable, des nourritures excellentes, absolument excellentes. Il m'a conseillé de prendre un pastrami, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai vu arriver ce sandwich énorme, je me suis demandé comment on pouvait manger ça. J'ai donc demandé une fourchette et un couteau. Et il s'est mis à sourire. Et puis il m'a indiqué comment faire. On a déjeuné en silence. Il a de temps en temps amorcé un peu de conversation qui n'avait aucun rapport avec ce que nous faisions. Et puis tout de même, au moment du dessert, il m'a demandé si je savais ce que j'avais envie de faire. Je lui ai dit que j'avais envie de le rencontrer, de le voir au travail, mais que je ne saurais jamais ce que ça deviendrait avant de l'avoir monté. Ça me semblait donc très difficile à amorcer tout ça. Et puis le but en blanc, il me dit « Quand est-ce que vous commencez ?» Ou plutôt « Quand est-ce qu'on commence ?» Bon, j'ai donc fait venir mon équipe 3 jours plus tard. Il fallait ce temps-là pour les passeports. Et j'ai immédiatement commencé à tourner énormément sur lui. Et à ce moment-là, une complicité aimable s'est installée. Il piste le moindre détail que vous pouvez donner de votre vie, même de votre vie privée, pour en faire quelque chose dans le film. Marie-Christine Barrault. Alors on a eu comme ça quelques séances de travail, mais
mais qui restait extrêmement professionnelle. Charmante, mais professionnelle. Je me souviens qu'au bout de quelques jours, timidement, je lui ai dit ah ben je me sens mieux maintenant, j'ai l'impression de vous connaître, qu'on se connaît mieux, ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu son œil qui s'écarquillait, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai dit mais ça y est, on se comprend mieux. Enfin, j'avais l'impression que peut-être il s'imaginait que je me considérais comme son ami intime et il a toujours très peur qu'on parle de lui, vous savez. Donc, à la fois, il donne beaucoup à voir de lui, plus que n'importe qui, et en même temps, il se protège énormément. Woody Allen travaille comme un auteur. Il n'hésite jamais à recommencer une prise de vue, quel que soit le nombre de figurants. Parce qu'il va voir les rushs, il aime pas, ça lui donne d'autres idées, on retourne certaines scènes mais avec d'autres dialogues, d'autres décors, enfin c'est même plus les mêmes scènes, ou au contraire on rebondit sur une autre scène. Et très souvent quand il arrivait avec une nouvelle scène, c'était quelque chose qu'il avait piqué de moi. Marie-Christine Barrault. Par exemple, des toutes petites choses comme un jour... vous savez qu'il il a peur du noir, il a peur des tunnels, comment ça s'appelle? Il est claustrophobe. Et on tournait, tous les extérieurs, on les tournait à 150 km de New York. Donc il fallait, 100 km disons. Donc tous les matins, on partait en voiture au bord de la mer. Mais quand on rentre dans New York, il y a un long tunnel qui fait à peu près, 8 km. Et quand il y a des embouteillages, le soir, on peut y rester 20 minutes dans ce tunnel. Et... on revient, chacun avait sa voiture, il avait sa voiture, son chauffeur, moi la mienne, et un jour il s'est trouvé qu'il a manqué une voiture et un chauffeur. Il m'a demandé si ça m'ennuyait de rentrer dans la même voiture que lui, bien sûr que non. Et quand on est rentré dans ce fameux tunnel, il y avait toute une mise en scène. Alors il a sorti une radio avec de la musique de Telemann, musique très, très lente comme ça, très, très sereine, très calme. Et il m'a pris la main. J'étais à côté de lui dans la voiture, il m'a pris la main. Il m'a pris la main pour se calmer, pour écouter cette musique et pour pas avoir peur. Bon. Donc cette scène, on l'avait vécue. Moi, j'essayais de me moquer un peu, de lui dire mais ça va aller, c'est pas grave et tout ça. Bon, et en même temps, je le titillais aussi parce que j'aime bien titiller les gens. Et puis quelques temps plus tard, eh bien, il a apporté une nouvelle scène qu'on a tournée, qui est pas dans le film d'ailleurs, qui était la scène supposée de notre rencontre où on se rencontrait dans un ascenseur. Et l'ascenseur, tout d'un coup, s'arrêtait entre 2 étages. Et il était paniqué, il savait pas, il appuyait sur les boutons et tout. Et il s'apercevait qu'il y avait une femme dans cet ascenseur, c'était moi. Et tout d'un coup, il se raccrochait un peu à moi. Et c'était la scène de notre rencontre dans le film, qui, encore une fois, n'est pas dans le film. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était à cause de la scène de la voiture qu'il avait écrit ça. Quand je le voyais travailler, j'étais très étonné de m'apercevoir qu'il travaillait à l'européenne. André Delvaux. Ça ne ressemblait pas du tout à un tournage hollywoodien. Ce n'était pas ces immenses équipes dans lesquelles des masses de gens ne font rien en attendant, ce qui n'est pas une manière de perdre le temps, mais au contraire de bien l'organiser. Mais non, c'était une équipe assez réduite, avec d'autre part énormément de figuration et une conversation permanente entre lui, son premier assistant, et son chef opérateur Gordon Willis. Woody Allen a rencontré Gordon Willis alors qu'il cherchait un caméraman pour son film Annie Hall. Il avait entendu vanter le talent de Gordon, mais c'était un homme qui passait pour avoir mauvais caractère. Woody aimait ce que faisait Gordon, mais il ne voulait pas s'adresser directement à lui, par timidité. Il avait donc demandé à son directeur de production de l'engager tout en s'arrangeant pour que financièrement, il puisse être remplacé par quelqu'un d'autre s'il ne pouvait pas s'entendre avec lui pendant le tournage. Au lieu de cela, l'entente avait été parfaite dès le premier jour de tournage. Ensemble, ils avaient tourné plusieurs films et c'est Gordon Willis qui avait suggéré à Woody Allen de filmer en noir et blanc Manhattan. W.C. Fields. That's what I like. Oh, Grand Illusion. That's. I see that every time it's on television. If I'm aware of it. So what do you got to eat here? Nothing, right? You got. Oh, Jesus! What is this? You got a corned beef sandwich here from 1951, I think.
Et je m'apercevais combien cet homme apprenait les choses avec son chef opérateur, avec les autres techniciens. André Delvaux. Il ne se présentait pas du tout comme un génie, prenant des décisions sans discussion. Non, ça fonctionnait dans une forme de famille technicienne, à l'intérieur de laquelle il y avait beaucoup d'hésitation. Et comme si le temps ne comptait pas. Il y a une très belle scène dans le film, avec des montgolfières qui atterrissent. Marie-Christine Barrault. On a d'abord passé 3 semaines dans un énorme champ. C'était assez loin de New York, d'ailleurs, il fallait encore une bonne heure pour y aller. Avec 500 figurants, une tente installée à demeure pour la cantine, des caravanes partout. Enfin, c'était un camp de guerre. On a passé 3 semaines à attendre la météo. Il ne fallait pas que le ciel soit trop bleu, il ne fallait pas qu'il soit trop nuageux, il ne fallait pas qu'il pleuve, il ne fallait pas qu'il y ait trop de soleil. Il fallait une certaine heure dans la journée et c'était un plan qui mettait en scène, je sais pas, entre les figurants et les acteurs, au moins 300 personnes. On a passé 3 semaines, on a fait 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on l'a tourné. Et il a dit, je crois pas que ça ira. Il a été voir les rushs, et ça devait être en octobre. Et il a dit, on le retournera plus tard. Et on l'a tourné au mois de mai. On a recommencé au mois de mai, où là, ça a été plus vite. Mais c'est incroyable, je veux dire, qui est-ce qui peut se payer ça? Pour un plan qui doit durer 5 minutes. He's very unique to the extent that he works on a more personal basis than most directors do. Robert Grenhutt, ami et producteur de Woody Allen. He generates his own stories and they're C'est vraiment un réalisateur unique à mon sens, unique parce que il a la liberté que n'ont pas d'autres réalisateurs ni dans le monde entier ni aux États-Unis de pouvoir choisir de tout faire, donc de choisir ses scénarios, les réaliser avec une liberté entière et complète. Toutes les histoires donc qu'il raconte sont des histoires donc effectivement aussi basées sur des histoires personnelles, c'est vrai, mais il a une liberté entière et complète. Il n'a pas besoin de se fier ni aux modes, ni aux exigences des uns et des autres. Il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Un privilège que n'ont pas d'autres réalisateurs aux États-Unis, en tout cas. Et c'est un méticuleux et un perfectionniste fantastique sur le plan de la direction des comédiens. Willie Holt. Pour le décor aussi, d'ailleurs, les détails sont très importants pour lui. Et alors, il indique sa scène, il explique aux comédiens, et puis il va généralement se reposer dans sa loge avec sa clarinette. C'est quelque chose, cette clarinette. Et quand tout le monde a fini de préparer, on vient le chercher, et il tourne. Et vous savez qu'il a son propre orchestre New Orleans, avec lequel, en principe, une fois par semaine, le lundi soir, il joue à New York dans un petit nightclub qui depuis d'ailleurs fait salle pleine. André Delvaux. Les musiciens avec lesquels il joue d'ailleurs sont de vieux musiciens, sont des gens qui ont maintenant la soixantaine et à l'intérieur desquels il s'insinue comme un gamin. Il a l'air parmi eux d'un gamin qui joue la clarinette. Ce qui l'intéresse, ce sont les petits groupes à l'intérieur desquels une improvisation est possible et à l'intérieur desquels chaque musicien à son tour reçoit sa part d'improvisation. Dès ses premiers films, Woody Allen s'est imposé au public comme le héros malchanceux. Affublé d'un physique ridicule, né dans un milieu minoritaire, victime de la vie quotidienne et de la société, Woody Allen symbolise le shlomiel de la tradition juive. Celui dont on dit « il tombe sur le dos et il se casse le nez ». C'est dans Banana, je crois. Gilles Seb, auteur d'une biographie de Woody Allen. Bon, il est dans le métro, il y a des loupards qui sont dans le wagon, qui descendent, et puis ils ont agressé une vieille dame. Lui n'a pu rien faire, évidemment, parce que lui est un lâche, en plus. Mais ça participe aussi de son personnage. Et une fois qu'ils ont descendu, qu'ils sont sur le quai,
bon, les portes se referment, et puis il leur fait des grimaces, il leur fait un bras d'honneur, tout ça. Et le gag, c'est qu'à ce moment-là, le métro ne part pas, mais les portes se rouvrent, et les deux gars rentrent, évidemment, pour régler leur compte. Bon, mais ça, c'est la malchance du Schlemihl, qui vraiment, bon, ça ne peut arriver qu'à lui. Pour toute autre personne, le métro serait reparti, pour lui, les portes se rouvrent. Bon, voilà, c'est ça. Quand je suis parti pour la Hongrie avec lui, Willie Holt. Bon, on a fait plusieurs repérages, et un jour, je suis allé en pré-repérage, moi, j'ai trouvé des lieux, et je suis rentré à Paris, et je lui ai téléphoné pour lui dire que j'avais trouvé, et on a décidé d'aller faire un saut une journée à Budapest. Alors, la production m'a dit, tu le prends en charge à Orly, on te l'envoie avec une voiture, tu le prends en charge à Orly. Je suis arrivé à Orly le matin de bonne heure, pour prendre notre avion, et j'ai enregistré mon bagage, et puis j'ai attendu. Tout à coup, j'ai vu arriver la silhouette, Woody dans le fond, le chapeau enfoncé sur le crâne, son petit imperméable, et un petit livre sous le bras. Alors je me suis approché de Woody Allen pour lui dire, mais your luggage, vos bagages, luggage. Il m'a sorti une brosse à dents de sa pochette et un tube dentifrice de l'autre. Woody Allen travaille en famille, toujours la même équipe. Producteurs, techniciens, acteurs font souvent partie de son entourage. Et les rôles qu'il écrit sont tirés de sa vie quotidienne. Well, there's certainly his personality is similar in real life. Robert Greenhut. But the stories and the situations that effectivement, sa personnalité est similaire au rôle qu'il joue dans ses films, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, si vous passez assez de temps avec lui, vous vous en rendriez compte vous-même. Mais en dehors de cela, les autres personnages de ses films sont vraiment de pure fiction, et y compris les personnages dans Mari et Femme, qui a suscité la controverse que vous savez aux États-Unis, parce que bon, on a beaucoup parlé de la similitude, donc avec, quelque chose qui lui était arrivé personnellement. Mais en fait, non, tous ces personnages, y compris ceux du film, sont vraiment complètement différents, relèvent de la fiction. Un soir, je rentre à mon hôtel et on me dit, il y a un message de Daniel Cohn-Bendit. Marie-Christine Barrault. Moi, je connais pas Daniel Cohn-Bendit, je le connais évidemment comme tout le monde, mais je veux dire, c'est pas un ami personnel. Et on me demande de rappeler Daniel Cohn-Bendit. Je le rappelle, en Allemagne, et il m'explique qu'il a un contrat avec un grand journal allemand pour faire une série de 4 portraits de 4 personnalités juives et leur rapport avec leur ville, la ville dans laquelle ils vivent. Bon, que bien entendu, la tête de pont de cet ensemble d'articles, ce serait Woody Allen et New York, Manhattan. Donc il faut absolument qu'il ait l'assurance de rencontrer Woody Allen et de pouvoir interviewer Woody Allen, car sinon, il n'aura pas le contrat pour le journal. S'il n'a pas le contrat pour le journal, il n'a pas le visa pour l'Amérique, parce qu'il était quand même assez mal vu en Amérique comme ancien gauchiste. Enfin bref, il avait besoin. Bon. J'étais un peu embêtée. Il me dit, est-ce que vous pouvez intercéder, parler de moi, Woody Allen, qui me connaît sûrement, mais lui expliquer ce que je veux faire et tout. J'étais un peu embêtée parce que c'est le genre de message pas facile. Woody Allen ne supporte pas qu'un étranger vienne sur le plateau. Enfin, c'était pas évident. Le lendemain, j'arrive quand même au studio, je me dis, il faut que j'en parle. Je raconte donc ça à Woody Allen, qui me dit... Évidemment, il avait oublié qui était Cohn-Bendit. Pourtant, il savait ce que c'était 68, mais vaguement. Je lui raconte tout ça, et tout d'un coup, paniqué, il me dit, est-ce que c'est un terroriste ? Alors, je lui dis en rigolant, je lui dis, à une certaine époque, on peut dire qu'il avait vaguement une image de terroriste, mais en tout cas, maintenant, il est journaliste en Allemagne et tout. Alors, il me dit, it's a retired terrorist, un terroriste à la retraite. Ce que je trouvais génial en parlant de Cohn-Bendit. J'ai beaucoup d'admiration pour Cohn-Bendit. À côté de ça, je trouve ça un homme très intelligent. Et je lui raconte donc, et il me dit, qu'il appelle mon secrétariat. 3 semaines plus tard, j'arrive au tournage, et Woody Allen m'accueille en me disant, votre ami est là. Alors, je dis, ah bon ? Et puis je vois Cohn-Bendit avec une équipe de tournage. Et je lui dis en rigolant, mais vous savez, c'est pas mon ami, je le connais pas, je vous ai simplement raconté. Bon. Il a laissé Cohn-Bendit pendant 3 jours dans le studio, filmé, il lui a donné des interviews et tout. Cohn-Bendit était ravi. Eh bien, il a écrit une scène, Woody Allen, qui elle est dans le film, où je raconte ma vie sur les barricades, en 68. Quand Woody Allen rencontre celle qui sera sa première femme, il débute dans la carrière de comique.
Arlen vient d'achever ses études. Très jeunes, tous les deux, ils sortent du cocon familial. Ils resteront mariés pendant 2 ans et ne se reverront plus pendant 25 ans, sauf par avocat interposé. Arlen portera plainte contre Woody pour l'avoir dépeinte dans des sketchs à la télévision d'une façon qu'elle trouve méprisante. « J'ai toujours eu tendance à placer ma femme sous un piédestal », dit-il au cours d'une interview. En rencontrant Louise Lasser, Woody apprend à être un citoyen de Manhattan. Louise sort de l'université où elle a étudié les sciences politiques. Fille de la 5e avenue, elle représente la grande bourgeoisie de New York. Une fille merveilleuse, dit Woody Allen, mais complètement frappée. Avec elle, vous avez 2 bonnes semaines par mois et 2 mauvaises. Mais 2 bonnes journées avec Louise valent 1 an avec beaucoup d'autres. Allen n'a jamais une femme juive. Gilles Seb parle du comportement de Woody Allen dans ses films. Dans tous ses films, ce sont toujours de belles filles, blondes, etc. C'est la fascination toujours pour l'autre, pour celui qui est différent, celui ou celle qui est différent, qui est différente. Évidemment, cette passion pour les blondes, c'est évidemment le désir d'identification avec le WASP, qui est en fait l'ennemi. Diane Keaton, Woody Allen la rencontre à l'occasion de la pièce « Tombent les filles et tais-toi ». Diane a déjà joué à Broadway, ce qui impressionne Woody. Il y a une demi-douzaine de filles, aussi jolies les unes que les autres, dans la distribution. Ce qui tourne un peu la tête de Woody. On aurait cru un enfant dans une confiserie, dira l'un de ses amis. Mais c'est avec Diane que des liens profonds se nouent. Ils resteront ensemble peu de temps. 1 an seulement. Mais une amitié durable et solide restera. Diane Keaton, avec son goût pour l'art, la photo, les arts graphiques et la Californie, est très différente de Woody, mais il lui demande souvent son avis sur ses films. Enfin, celle avec laquelle il a passé une 12aine d'années, la femme avec laquelle il a eu des enfants, une famille, et avec laquelle il est confronté au plus grand scandale de sa vie, Mia Farrow. Mia Farrow est la fille de Maureen O'Sullivan, l'actrice qui jouait la compagne de Tarzan à côté de Johnny Weissmuller. Avec Mia, Woody Allen a tourné tous ses derniers films. Mon Dieu, que vous devez l'aimer, Sophie. Moi? Vous êtes restée là toute la journée, je vous ai déjà vu 2 fois auparavant. Vous parlez de moi? Oui, de vous. Vous savez, c'est la 5e fois que vous venez de revoir. Henri, venez vite, venez vite. Je dois vous parler. Écoutez, mon vieux, non, je n'ai pas par là. Venez, nous sommes au milieu. Laissez-moi la paix, je veux voir comment ça ici. Continuez sans moi. Qui êtes-vous? Cécilia. Je vais chercher le directeur. Quittons cette salle et allons parler dans un pas tranquille. Vous êtes dans le film? Non, Cécilia, je suis libre. Au bout de 2000 séances identiques et d'une parfaite monotonie, je suis libre. C'est vrai que quand il a commencé à travailler avec Mia Farrow, par exemple, là, j'étais jalouse. Marie-Christine Barrault. Je me disais, mais ça doit être tellement merveilleux qu'un homme vous regarde comme ça, avec amour, soit curieux de vous, vous regarde dans les petits gestes de la journée, la manière que vous avez de vous habiller, de téléphoner à votre mère, d'aller vous chercher vos enfants à l'école, de préparer le dîner, et puis de toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Et puis, vous retrouvez tout ça, et transposé en plus. Et dans un film, vous avez vraiment l'impression que quelqu'un vous rentre à l'intérieur comme ça, et toute votre vie devient une œuvre d'art. Là vraiment, je trouve que c'est un beau cadeau de vivre avec quelqu'un comme ça, mais c'est très rare. Bon, maintenant, on peut plus dire ça. Maintenant, j'aime mieux ne pas être Mia Farrow aujourd'hui dans mes rapports avec Woody Allen. Mais c'est vrai que la dizaine de films qu'il a fait avec elle, je trouve que c'est un cadeau d'homme et de metteur en scène magnifique.
Aujourd'hui, Woody Allen est en procès avec Mia Farrow pour obtenir la garde de ses enfants. Son dernier film, Mari et femme, vient de sortir en France. Aux États-Unis, beaucoup de gens sont allés le voir par curiosité pour détecter les aspects autobiographiques que Woody met toujours dans ses films. Well, I know it makes him unhappy. I mean, it's a horrible experience for anyone to go through. He has difficulty seeing his children and Robert Greenhut. Il subit davantage de pression ces jours-ci, c'est vrai, par rapport à toute donc l'histoire de la garde de ses enfants, etc. Mais professionnellement, ça n'a, je veux dire, il n'a pas du tout été affecté professionnellement. Ça, je veux dire, ça l'a pas du tout empêché de travailler comme il le fait, donc parfaitement au point de vue professionnel. Simplement, c'est vrai qu'il a été affecté émotionnellement et on comprend comme beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit de la garde de leurs enfants. Pour Woody Allen, le cinéma reste attaché à sa vie comme une œuvre, à son auteur. Lorsque je le retrouvais très personnellement au montage, André Delvaux. Au moment donc où nous n'avions pas autour de nous des dizaines de personnes, à ce moment-là, je me trouvais devant un homme fatigué, épuisé, la barbe de 3 jours, qui ne dormait pas visiblement, qui avait des problèmes. Il était très hésitant. Alors il essayait montage après montage et chaque fois projetait ce qu'il avait monté pour quelques amis. Et il écoutait attentivement ce qu'ils disaient. Surtout, il observait attentivement leurs réactions. Et il était extrêmement inquiet. Alors, à ce moment-là, je pense qu'un homme se défend, qu'un homme n'est pas prêt à se lancer dans une discussion où il est extrêmement vulnérable. Par exemple, si dans un cas comme celui-là, dans cette situation-là, vous demandez ce que j'ai fait à cet homme, si faire un film est une chose sérieuse, grave, et est, comme toute œuvre d'art quelque part, une manière d'échapper au côté provisoire de l'existence, d'aller vers quelque chose qui durerait plus longtemps que nous. Donc une sorte de façon de combattre la mort. Hein. Immédiatement, la réponse venait « Oh non, pas du tout, pas du tout. On n'a rien de ça. » Et il se frottait les yeux pendant ce temps-là. Et il disait « Non, au contraire, non, c'est quelque chose de très amusant, très drôle. C'est une manière de... Au fond, c'est une manière de plaisanter, de dire des choses... aimable, agréable, de faire semblant d'être sérieux. Non, vraiment pas, vraiment pas. Et là-dessus, le silence s'installait parce qu'il ne savait vraiment plus quoi dire. Alors que plus tard, quelques jours après, quand il était redevenu maître de lui parce qu'il venait d'achever le premier montage qui put le satisfaire et pour lequel les gens avaient eu de très bonnes réactions, alors il disait, au contraire, non, c'est une chose importante parce qu'à travers le côté comique, le côté drôle des choses même, on peut vraiment parler de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut raconter sa vie et raconter la manière dont, effectivement, on se situe par rapport aux grands problèmes philosophiques. C'est donc une manière, en effet, en parlant de la mort, d'échapper à la mort. Vous savez qu'il n'y a pas de post-synchronisation dans un film de Woody Allen. Marie-Christine Barrault. Bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la post-synchronisation. La plupart du temps, après le tournage d'un film, quand le film est monté, on réenregistre en studio des scènes parce qu'il y a eu un bruit, parce qu'on entend mal, parce qu'on pourrait mieux la jouer, parce qu'on veut changer le texte. Bon, ça n'existe pas chez lui. On ne post-synchronise pas. Tout le son est direct. Et on reprend une scène, même si simplement il y a un problème de son. Alors que souvent en France, quand on est dans la fin d'une journée, enfin en France ou ailleurs, on dit l'image est tellement bien, tant pis, on refera ça en post-synchronisation parce qu'il y a eu un problème sur le dialogue ou sur le son. Lui, ça n'existe pas. Le son est aussi important que l'image. Et ça se sent. La construction du film entre l'image et le son, la couleur, la non-couleur, les costumes, tout est choisi, tout est minutieusement. C'est comme une espèce de symphonie. Et tout ça, pour moi, ça en fait un des plus grands metteurs en scène de cinéma de notre époque. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez.
On s'arrête trop au contenu de ces films. Mais j'en retiens tout de même la rencontre avec un homme qui a un côté passionnant quelque part, qui d'autre part est un solitaire complet à l'intérieur de son monde et s'est probablement révulsé sur lui-même. André Delvaux. Donc ce n'est vraiment que réussite après réussite qu'il a pu grimper. Actuellement, ce n'est évidemment plus le Woody Allen d'il y a 6 ans ou 7 ans, ce n'est plus le Woody Allen de Tombe les filles et tais-toi ou de Prends l'oseille et tire-toi. Hein. C'est évidemment le Woody Allen d'après Stardust Memories. Je pense qu'autour de tout le reste, on peut rêver. Hein, on peut donc faire une sorte de littérature sur Woody Allen et se mettre à décrire un personnage dont on va devenir la proie, parce que alors vont se superposer les différentes images que lui-même nous a données de lui à travers des films successifs. Non, je crois qu'il est maintenant beaucoup plus proche de ce personnage de Stardust Memories. C'est-à-dire que jusqu'à Stardust Memories, il ne nous avait jamais montré exactement le personnage qu'il est. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins drôle qu'on pense, qu'il insiste, qu'il revient, qu'il est obsédé et que ses obsessions, il continue sans arrêt de les exprimer. Prends à gauche au prochain croisement. Par ici, ça rallonge. Mais maman, je sais quand même comment on va au cimetière. Ah vraiment, tu le sais. Et ralentis, tu vas 100 fois trop vite. Ah bah, je fais du 40 à peine. Écoute bien, si tu me parles sur ce ton, moi j'y vais pas. Vous voudriez bien qu'elle sorte de votre vie, hein? Je sais pas quoi dire. Ce soir, j'emmène Lisa à la maison pour la présenter à ma mère, et c'est la première fois. Ça m'a mis les nerfs en plot toute la journée. Oui, parce que ma mère adore m'humilier, et par tous les moyens. Et même quand j'étais gosse. Tenez, quand on allait ensemble faire des courses, eh bien, elle parlait si fort, et d'ailleurs c'est toujours pareil, hein, elle aboie, c'est odieux. Ça m'a toujours tellement embarrassé, alors j'ai peur que cette soirée soit très très difficile. Vous réagissez encore comme un enfant. Vous devez voir votre mère avec plus d'humour. Ça, j'y arriverai jamais, il n'y a rien à faire. Elle est toujours à m'engueuler pour tout. Alors, elle me dit que j'ai une tête d'enterrement et elle critique tout. Alors, comment dire ça? Je l'adore. Mais je voudrais vraiment qu'elle disparaisse. Ne jamais oublier, dit Woody Allen, que tout est relatif ou devrait l'être. Sinon, tout serait à refaire. Et on ne va pas s'y mettre à cette heure-ci. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.